I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me. « 55 ans de pouvoir et de règne sans partage. Commencé en 1967, le règne des Bongo est l'un des règnes les plus longs en Afrique. Il s'arrête avec le coup d'État survenu le 30 août 2023. Enfin, c'est ce à quoi cela ressemble après la prise de pouvoir par les militaires le 30 août 2023. Pour la petite histoire, le Gabon est un allié majeur de la France dans le précaré de la France-Afrique, et cela depuis l'époque de Bongo Père, grand ami de la France. Il a pris le pouvoir en 1967. Il impose le PDG, Parti démocratique gabonais, comme le parti unique et dirige le pays comme une autocratie qui ne dit pas son nom, avec l'acquiescement bien sûr de la France. Le pays est doté d'une énorme manne pétrolière très importante, mais malgré sa richesse, il demeure un pays pauvre. De grands scandales mettent à nu la corruption des Bongo avec des détournements de deniers publics importants, d'où l'affaire des biens mal acquis. Quand Omar Bongo meurt en 2009 après 47 ans de pouvoir, c'est son fils Ali Bongo qui prend les rênes du pays après des élections contestées suivies de violences. Il est resté au pouvoir jusqu'en 2023 après ce putsch qui l'a écarté du pouvoir. Mais ce coup d'État est-il vraiment salvateur ou cache-t-il des intérêts plus profonds? Ou encore, qui en profite vraiment? Et enfin, le clan Bongo a-t-il vraiment été écarté? Pour comprendre cette question, regardez cette vidéo qui nous donne des éléments. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me. On constate ici clairement que Ali Bongo s'adresse en anglais dans un pays qui est fondamentalement francophone, appelant à l'aide ses amis du Commonwealth, qui est en tout une organisation des pays qui parlent anglais. Dans la salle de classe, plus d'une dizaine d'employés du secteur public et privé inscrits à ce cours d'anglais dispensé par Kathleen. La maîtrise de la langue anglaise, une compétence de plus en plus recherchée au Gabon depuis que le pays a décidé de rejoindre le Commonwealth. Donc, on a de plus en plus de sociétés anglophones au Gabon. Et donc, il y a de plus en plus de pression. Presque toutes les entrevues pour être embauchées aujourd'hui, ça se fait en anglais. Le Gabon a fait son entrée dans le Commonwealth en juin 2022. Cette décision a fortement été influencée, certes, par le désir du Gabon de diversifier ses partenariats, mais est surtout le résultat de nombreuses tensions existantes entre Paris et Libreville. Ali Bongo a aussi commencé à se lier d'amitié avec les milieux financiers anglophones. Tous ces derniers mouvements n'ont pas l'air de plaire à certains intérêts français qui voient d'un mauvais œil le basculement du Gabon vers le Commonwealth, ce qui pourrait expliquer pourquoi Bongo ne soit plus dans les bonnes grâces de Paris. Cela nous emmène irrémédiablement à nous poser la question de savoir qui est celui qui est aujourd'hui à la tête du pays. Qui est ce militaire? Brice Oligui Nguema, le général de brigade récemment promu, nommé à la tête de la transition militaire au Gabon, est un ancien aide de camp d'Omar Bongo, revenu en 2019 à la tête de la garde présidentielle. Il est également le cousin d'Ali Bongo. L'accent mis sur ce qui semble être une théorie de contagion des coups d'État en Afrique passe à côté des dimensions claires dans lesquelles le Gabon diffère des autres coups d'État récents sur le continent. Premièrement, il ne restait plus aucune démocratie à renverser au Gabon. Ce qui a été renversé le cas échéant, c'est le chef d'une entreprise familiale. Le modèle économique de la famille n'est pas menacé. Ainsi, malgré les apparences d'un coup d'État au Gabon, le pouvoir politique reste dans le clan Bongo. Deuxièmement, le général Oligui Nguema n'est pas un idéologue anticolonial ou anti-français. Au contraire, il s'agit d'un membre du régime qui a été cité dans des enquêtes crédibles sur la corruption et à qui on peut faire confiance pour protéger la famille. Troisièmement, ce coup d'État empêche clairement l'opposition de prendre le pouvoir politique qu'elle a remporté lors des élections, car il faut dire que le candidat de l'opposition n'est pas non plus un favori de la France
ni de ses intérêts. Car comment comprendre que si, selon les militaires, les résultats des élections étaient truqués, pourquoi ne pas recompter les voix ou même remettre le pouvoir aux soi-disant vainqueurs? Cela paraît contradictoire. Cela dit, ce coup d'État est clairement non pas la fin du système ou du camp Bongo, mais plutôt le remplacement d'un chef d'entreprise par un autre membre de la même famille. Il a été donc estimé que la personne d'Ali Bongo ne faisait plus l'affaire de ce système et qu'il valait mieux l'écarter pour installer quelqu'un qui ferait leur affaire. Contrairement à la condamnation ferme dont a fait l'objet le coup d'État au Niger, la France n'a pas forcément condamné celui du Gabon. Au contraire, il est fait mention que l'Élysée aurait été au courant de ce coup d'État et aurait décidé de ne pas intervenir. Les informations d'Europe 1, les services de renseignement français ont eu vent en amont de ce putsch. L'alerte est remontée jusqu'au sommet de l'État à Paris, mais Emmanuel Macron n'a pas sourcillé. Il considère que c'est une crise politique interne au Gabon et que la France doit s'en tenir à l'écart. D'ailleurs, les consignes passées par Paris à l'ambassade à Libreville sont claires. Tout faire pour éviter que ce putsch de généraux ne se transforme en coup d'État anti-français. La France fait donc du 2 poids à 2 mesures. Elle a les moyens d'intervenir où elle veut, décide de le faire comme de ne pas le faire pour tout simplement suivre la logique de ses intérêts. Cela révèle alors le fait que les grandes puissances n'ont pas d'amis mais des intérêts. Il est donc clair que tous les coups d'État ne se valent pas en Afrique, pendant que d'autres peuvent être condamnés de façon brutale avec des sanctions qui mettent à mal les populations. D'autres comme au Tchad ou au Gabon, tant qu'ils servent au fond les intérêts de la France, ne dérangent pas du tout. Ceci dit, les Africains doivent désormais apprendre à se saisir de leur destin et de ne pas se plier à la volonté des grandes puissances, qu'elles soient occidentales, russes ou chinoises. Car les seuls sauveurs des Africains restent les Africains eux-mêmes.